Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain et à mes côtés comme chaque semaine je retrouve notre sympathisant Brit de Chic et de Choc, Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma à Satellifax et créateur d'Originals. Je suis très content d'être là et puis on va parler d'une série à moitié british aujourd'hui puisque un des deux acteurs principaux vient d'Angleterre. On est aussi avec Monsieur News, Magic Andou est avec nous. Bonjour Andou. Bonjour Romain, bonjour Gauthier. Bonjour Andou. Trop content d'être revenu. Effectivement, cette semaine, on va parler de la série Black Rabbit, un thriller familial sur fond de gros bras de la pègre dans un resto chic new-yorkais avec Jude Law et Jason Bateman. Ensuite, on pourra justement te retrouver, Gauthier, avec ta fameuse chronique Les pieds dans le plat. Alors, de quoi tu nous parles aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais dire les vrais trucs. Aujourd'hui, on va parler de format de série et on va se demander si c'est bien que les séries soient formatées dans la durée, surtout. Voilà. On se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties qui m'auront interpellé cette semaine encore. Mais tout de suite, ça vient de tomber, c'est les news de Ando. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme, en partenariat avec Cinématiseur, disponible sur toutes vos plateformes de podcast. Quand ça arrivait sur Netflix, Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas mal. et la puce écrase tout le monde. Disney+. Moi, je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça, j'aime bien. Et oui Andou, ça vient de tomber. Et oui, alors qu'est-ce qui vient de tomber ? Le palmarès de la 77e édition des Emmy Awards. Donc c'est tombé dimanche dernier. Et donc, alors petit rappel, déjà c'est quoi les Emmy Awards ? En fait, c'est un peu l'équivalent des Oscars pour les séries et la télévision américaine. Donc en gros, ils ont distribué plus de 90 statuettes. Ah oui. Donc là, on est quand même plus même sur des Jeux Olympiques, j'ai envie de dire. Surtout qu'ils font des distinctions entre différents types de séries, si c'est des séries longues, des séries qui suivent. Il y a de tout. Si Des c'est mini-séries, il y a de si tout. c'est des Il y a séries mini-séries, comiques ouais. ou dramatiques. Et On tout est ça, aussi sur la longueur des séries, genre des prix pour des séries en dessous de 30 minutes, au-dessus de 30 minutes. J'ai un peu regardé les différents prix. Il y a des prix techniques vachement hallucinants quand même. C'est par exemple pour le montage. On peut décerner le montage, le meilleur montage pour un tournage qui était fait à plusieurs caméras ou le meilleur montage pour un film qui était tourné avec une seule caméra. Ouais. Incroyable. Et donc, qu'est-ce qu'on retient de, Oui, voilà. de ces Emmy, c'est ça ? Je vais vous le faire sous forme de petits jeux. Ouais. Alors, à votre avis, pour les plateformes, donc on va faire un petit classement des plateformes. À votre avis, quelle est la plateforme qui a gagné le plus de récompenses cette année ? Apple TV. Perdu. Alors il y avait Netflix. il y avait Netflix et il y avait HBO. Oui, exactement. Donc en première position, ex aequo, Netflix et HBO Max avec 30 prix. Ah ouais, 30 bien prix. joué. Donc en fait, c'est simple, c'est Adolescence Ouais, qui a raflé Adolescence le à plus fond. de prix la nuit de dimanche dernier. Et sur Netflix, il y a aussi Arcane qui a été récompensé. Sur HBO Max, c'est The Pitt. Qui a gagné le plus de prix. The Pitt, donc, qui est la série médicale portée par Noah Weil, donc l'ex Dr Carter d'urgence, donc The Pitt, et The Penguin aussi, qui a pas mal de prix. Et Apple TV, donc en fait, qui a gagné le prix le plus prestigieux grâce à The Studio. Donc 13 prix pour The Studio, et bien sûr, préféré, donc Sévrance, qui a raflé aussi pas mal de prix. Et les chers amis qui êtes derrière vos podcasts là, est-ce qu'on vous aurait pas parlé de toutes ces séries la saison dernière ? On se félicite chez Original. Grave. J'allais dire The Pit, The Studio, Adolescence, Et Andor sur Disney Plus aussi. Andor saison 2. Arcane, Arcane. et j'en oublie un, Severance. On en a parlé On en a effectivement en saison 1. Et ouais, très très bien. On fait bien notre travail. On C'est est bien, c'est bien. Et Sévrance aussi d'ailleurs, dont l'acteur Trammell Tillman, donc qui joue le Monsieur Milchick, qui entre dans l'histoire des Emmy, car c'est le premier homme noir à remporter l'Emmy du meilleur rôle secondaire dans un drame. Donc, par exemple, avant lui, il y avait Peter Dinklage qui était Tyrion Lannister, Matthew McFadden dans Succession. Donc voilà. Donc pour son incroyable rôle de Monsieur Milchick, enfin moi j'ai adoré. Et d'après Ben Stiller d'ailleurs, on a pu avoir un petit interview de lui. En fait, il dit que oui, alors en fait, à la base, Milchick devait être un petit personnage et ensuite, on l'a vu danser le jazz et là on s'est dit non, il faut creuser ce personnage dans la saison 2.
Merci Ben Stiller. Alors donc voilà, donc en fait il n'était pas prévu que Milchick ait un rôle aussi important et pourtant. Il y avait un autre record, c'est celui de... Exactement, du jeune jeune Owen Cooper. Owen Cooper de l'adolescence. Qui devient le plus jeune acteur à remporter un Emmy. C'est Ouais. ça, à 16 ans. Ouais, il c'est était vrai. formidable, il était absolument formidable. Moi, je suis très content pour l'adolescence et j'en profite pour faire un petit coucou à Sébastien Moge qui était de Télérama, qui était venu nous parler de la série et c'est lui qui m'avait tapé sur l'épaule pour me dire ça c'est très important, il faut absolument le regarder et ben il avait eu du pif. Et qu'est-ce que Voilà. j'entends, Andou? Alors attention, ça vient de tomber. Alors cette fois-ci, je crois que cette fois-ci, on a une date. C'est quoi la date du jour? Alors enfin, quand je dis la date du jour, c'est pas la date d'aujourd'hui. Hein. Non. C'est chaque news, on va donner une date importante dans l'histoire du streaming. Donc cette année, ce sera le 30 octobre 2025. Alors qu'est-ce qui se passe le 30 octobre 2025? C'est les 7 ans de mon fils. C'est Halloween. Oh, ah bah bravo. Oui. Ah oui, bah en fait, ton fils fêtera donc son anniversaire devant la saison 4 de The Witcher. Ah très bien. Trop bien, Ah, oui. génial. Donc la saison 4 de The Witcher qui sort sur Netflix, Netflix qui a confirmé aussi d'ailleurs que la saison 5 qui est déjà tournée sera la dernière. Alors qu'est-ce qu'on attend dans cette saison 4 ? Eh ben on attend un nouveau visage. Et oui, parce que Henry Cavill est parti à la fin de la 3, et qui c'est qui va prendre le rôle du sorceleur ? Ce sera Liam Hemsworth. Donc, Le frère de Thor. le plus petit des trois frères Hemsworth, ouais. Et on retrouvera aussi notamment Laurence Fishburne dans la saison 4, qui joue le rôle de Régis. Donc moi je connais pas trop l'univers sorceleur, mais un Régis, moi je veux voir tout de suite. Moi, j'ai lu The Witcher, donc Ouais. je sais qui est Régis. Ah ok. Et c'est encore un choix de casting particulièrement surprenant. C'est pas le même Régis que dans les nuls. C'est pas, Non. c'est pas Régis. Ah oui, d'accord. C'est Il fait celui-là. pas le con lui. Non. mais non. Il est Ah oui. décrit comme un être au teint grisâtre et filiforme, super émacié. Ok, D'accord. ça marche. C'est tout Laurence Fishburne. Ok, donc voilà, donc on en a hâte de voir cette saison 4 pour voir si Liam Hemsworth fera soit un bon Geralt de Rive, soit alors un Geralt à la dérive. Oh, tu bravo, l'as préparé c'est- celle-là. bravo. Celle-là, j'ai préparé, Ouais. ouais, voilà. Et ça vient de tomber. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un teaser encore, un teaser dans une Heroic Fantasy. C'est le teaser de la saison 3 des Anneaux de Pouvoir, donc le spin-off du Seigneur des Anneaux qui sort sur Prime l'année prochaine. Oh là là, chic. Vivement. T'es content ? Oui. Oh, trop bien. Et tu sais qu'est-ce qu'on voit dans ce Miam, teaser ? miam, miam. Tu sais qu'est-ce qu'on voit dans ce teaser ? Non, dis-moi. On voit une épée. Ah, C'est trop bien. Oh là là, Ouais. une épée. Mais pas n'importe quelle épée. N'importe quelle épée. Alors, ce qui est génial dans le monde des Seigneurs des Anneaux, c'est que même les épées, ils ont un arbre généalogique. Et ça, c'est trop bien. Donc là, en fait, apparemment, tu m'arrêtes, Menro, si je dis des bêtises, mais en gros, c'est l'épée qui est l'ancêtre de l'épée d'Aragorn dans le Seigneur des Anneaux. En fait, c'est la même épée avant qu'elle soit reforgée. Ah, c'est la même épée. C'est l'épée encore originelle mieux. Ouais. qu'aura Aragorn. Donc ça fait à peu près 60 ans qu'on savait que Elendil avait cette épée. Ils en ont fait un teaser. Waouh. Trop bien. Trop bien. Non, mais j'ai hâte qu'on en parle ici parce que je sais que Romain il dit mais c'est de mieux en mieux cette série. Et alors que moi, d'épisode en épisode, je suis plutôt sur un Mais sachant que. voilà. Mais en partant de 0, maintenant on est à 2. Oui. Alors, on part de 0 aussi parce que du coup, la saison 2 a eu 0 récompense. Tout à fait. Par contre, 0 récompense pour $1 milliard dépensés sur les 2 premières saisons. On est pas mal dans la rentabilité quand même. Donc voilà, donc on espère le plus grand bien de cette 3e saison. Et voilà, ce sera tout pour moi. Merci beaucoup Andou. C'est tout pour aujourd'hui. Effectivement, du côté des news, on va passer tout de suite au gros plan de la semaine. New York la nuit, ses restos branchés et ses dangers. La haute société qui fait la fête et des envieux. 2 frères que tout oppose. Le cadet charismatique, stable, père attentionné, propriétaire. L'aîné chaotique, peu fiable et pro des magouilles. Au milieu, un club VIP, le Black Rabbit. Frangin, je sais que j'aurais dû te le dire. J'étais con. Tu m'as juré droit dans les yeux que tu ne devais rien. C'était gagné d'avance, j'étais sûr de les rembourser. Combien tu leur dois, vite? Beaucoup. Tu crois que ça se passe comment, putain, quand tu rembourses pas un emprunt pendant 3 ans? Ouais, c'est beaucoup, mais pour toi, c'est que dalle. Au Black Rabbit, tout tombe en morceaux. Ma famille, le restaurant. Je me cramponne pour ne pas tomber, mais je n'ai pas le budget pour tes conneries.
Alors Black Rabbit, c'est quoi ? C'est l'histoire de Jake Friedkin qui possède effectivement un restaurant lounge VIP à New York, un lieu branché en pleine ascension. Et quand Vince, son frère, qu'on va qualifier de turbulent, revient dans sa vie, cela amène des dettes avec des usuriers, des dangers, avec des menaces criminelles. Et tout ça risque de tout faire s'effondrer autour de Jake, sa carrière, son business, sa réputation et ses relations. Première question, messieurs, qu'est-ce qu'on en a pensé en quelques mots ? Moi, sur le papier, j'adore, et j'adore en grande partie pour le synopsis que tu viens de nous en faire. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a dans l'ADN de cette série quelque chose de la tragédie grecque, quoi. C'est pas tellement une série de gangsters, c'est pas tellement ça l'intérêt. L'intérêt, c'est plutôt d'observer un tourbillon, une spirale négative qui va aspirer les deux personnages principaux. Déjà, tu as deux frères. Et c'est ça la plus grosse mécanique de la série, c'est ça. C'est t'as deux frères, t'en as un qui essaye de faire bien les choses, qui est celui qui a le restaurant, qui s'appelle le Black Rabbit, qui a un restaurant hyper branchouille avec un rooftop qui donne sur le Brooklyn Bridge à New York et tout, incroyable. Et t'as son frère qui, lui, est tellement un loser. C'est-à-dire que c'est même pas un panier percé, c'est un gouffre à argent. Tu lui donnes de l'argent, il le perd, il le fout en l'air tout de suite, si tu veux. Et c'est tellement un loser que tu finis par te demander si c'est pas plutôt un poissard qu'un loser, tellement il est grotesque dans sa non-fiabilité, quoi. Et c'est assez beau de voir aussi son frère ne pas pouvoir lui dire non. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est accro à la loose et l'autre qui est accro à son frère. C'est dit d'ailleurs dans un des épisodes. Et cette mécanique tragique, elle est assez belle à regarder. Ouais. Andou, de ton côté ? En quelques mots ? Alors oui, j'adore la relation toxique qui est décrite entre les frères, mais du coup, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de toxicité, même dans les autres personnages. Là, on est vraiment... j'ai l'impression que tous les hommes de cette série sont toxiques, que ce soit les frères, les méchants, les usuriers, même les... c'est moins surprenant. C'est moins surprenant, mais même dans l'entourage proche, dans le restaurant, il y a le copropriétaire, c'est aussi, il y a pas l'air net et tout. Il y a les clients, genre tu vois, les clients VIP qui sont aussi très red flag pour mettre du. Je spoil, non, je spoil pas. Hein. Non, mais on peut dire qu'il y a des. En fait, ça parle des problèmes d'abus sexuels. Il y a des problèmes d'abus sexuels qui sont aussi traités dans la série. Donc voilà, donc en fait, ils sont sous-entendus dès le premier épisode. Exactement, ouais. Les conséquences sont sous-entendues dans le premier épisode, plus précisément. Les conséquences. Et d'ailleurs, du coup, là, justement, la série a quelque chose d'intéressant, c'est la temporalité, qui utilise pas mal, du coup, le système de conséquences avant d'expliquer où on est la cause. Mais on commence d'abord entièrement sur une espèce de dénouement qui sera, je pense, qui va être révélé au fur et à mesure de pourquoi on en est arrivé là. Mais au fur et à mesure des épisodes, on revient sur des petits flashbacks qui sont assez intéressants, qui distillent un peu des informations sans être vraiment des gros... sont à la fois en fait des scènes d'exposition, mais qui font avancer aussi l'histoire dans le présent. Ouais. Je trouve ça assez malin de sa part. Tout à l'heure, on parlait de ce fameux Black Rabbit, qui est donc le décor du club dans lequel se passent pas mal de scènes de la série. Est-ce que pour vous, ce serait pas un personnage à part entière qui oscillerait entre glamour et menace ? Le Black Rabbit ? Ouais. Carrément. Alors moi déjà, je sais pas si vous l'avez, mais moi la symbolique du Black Rabbit qui est avec des montres, parce qu'en fait les deux frères sont accros à leurs montres. J'ai tout de suite vu le lapin, le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. White Rabbit. Et du coup, White Rabbit, la Black Rabbit qui va les amener comme tu disais, dans une spirale, dans un trou encore plus profond, plus ténébreux que le monde merveilleux d'Alice. Donc j'aime bien la symbolique des montres et du lapin. Oui, et puis moi, je sais pas si c'est vrai ou si c'est une projection, une interprétation que je me fais à moi tout seul, mais je me suis tout de suite dit, je sais pas pourquoi, que une patte de lapin, ça porte chance. Et que là, c'est le Black Rabbit, donc c'est vraiment un truc qui est condamné à te porter malchance, si tu veux. Et c'est un motif qui est récurrent dans la série, qui est assez bien utilisé, parce qu'on se rend compte assez vite qu'ils avaient tous les deux frères, un groupe de rock quand ils étaient plus jeunes, qui s'appelait Black Rabbit. Voilà, et donc c'est vraiment le symbole de ce qu'il est, de leur lien à tous les deux, ce Black Rabbit.
Et oui, ça sert de décor à toute cette série. Et là où je trouve même l'écriture assez fine, c'est que donc pour assurer le succès du Black Rabbit, il donne dans l'art, dans l'arty, dans le branchouille. Et c'est assez bien écrit comment ces gens qui sont tout le temps fascinés d'art et qui veulent utiliser l'art pour mettre en valeur leur resto et tout, en vrai, ils y connaissent rien. En vrai, ils sont un peu nuls. Ouais. Ils voient la moindre croûte et ils sont là genre « Ah ouais, c'est la puissance du truc, c'est incroyable. » Ils ont 40 ans, ils découvrent Koyanis Katsi, tu vois, ils sont là genre « Ah, ce film est merveilleux. » Je sais pas, si tu t'y connais en art, normalement, tu connais Koyanis Katsi et puis c'est pas parce qu'un mec te montre la dernière toile qu'il a peinte à la va-vite que tu te laisses impressionner, quoi. Enfin bon. Ouais, surtout que j'adore comment est-ce que le mec il essaie de vendre la plainte, il dit non, en fait, ce qui compte, c'est pas que les gens voient que vous avez ça chez vous, c'est ce que... Non, c'est pas ça. C'est, en gros, c'est on pas... On peut tromper 1000 fois. Ouais, c'est pas ce que ce tableau représente, mais c'est pas ce qu'il est chez vous, et ça en dit long sur vous. Exactement. Ah, ça, j'adore dire. Ouais, le gars fait, ok. Et par contre, moi, mention spéciale à la chef du restaurant. Alors moi j'adore tout ce qui est côté restaurant. D'ailleurs, je trouve qu'on montre pas assez la cuisine, je trouve. Oui, mais c'est pas une série du tout sur la cuisine. C'est pas The Bear là. Mais pour le coup, je trouve que la chef, donc Roxy, qui est jouée par Amaka Okafor, et son sous-chef qui est Tony, je trouve que les deux sont d'excellents personnages. D'ailleurs, Roxy, ce sera le personnage qui va un peu tirer la sonnette d'alarme sur les abus sexuels. Donc dans le 3e épisode, qui est juste aussi petite anecdote, qui était réalisé par Laura Linney. Laura Linney, je sais pas si vous vous rappelez qui c'est l'actrice qui joue avec Jason Bateman dans Ozark. Ouais. Donc Jason Bateman a réalisé les 2 premiers épisodes et là Laura Linney a réalisé le 3e et le 4e. Et donc, en fait, on voit cette chef qui est au début et apparemment juste là pour faire des super menus, qui va aller chercher les ingrédients et faire les courses. Et là, elle se retrouve vraiment plus au centre de l'intrigue à partir du 3e épisode et j'aime beaucoup son intervention. Ouais, mais elle tire. D'ailleurs, c'est elle qui tire la sonnette d'alarme sur tout. Surtout, oui, carrément. Oui, carrément. C'est elle sur le frère, elle tire l'alarme sur le frère. C'est elle qui dit au personnage de Jude Law, mais tu déconnes complètement, en fait. Déjà, arrête avec ton frère il fait que nous tirer vers le bas, et puis il y a des abus sexuels dans ton resto, t'as des employés, tu dois les protéger et tout ça, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Donc Alors justement, on parlait des seconds rôles. On a parlé de Jason Bateman, donc qui est devant et derrière la caméra avec cette patte Ozark dont tu parlais. On la sent grave. Ouais. Moi, je voulais vous interroger un petit peu sur la relation vraiment entre les deux frères. Est-ce qu'il y a une perspective de sortie par le haut, ou est-ce qu'on est dans le noir jusqu'au bout, d'après vous ? Alors, malheureusement, moi, j'ai pas pu aller au bout de la série, pour des raisons que j'évoquerai tout à l'heure. Ça s'appelle le temps. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je serais très surpris. Alors, peut-être, là, je suis en train de spéculer complètement. Hein. Ouais, peut-être que ça finit bien. Ouais, mais après, comme tu as dit, on est quand même dans une vraie tragédie entre deux frères. Normalement, dans la mythologie, tous les deux frères, ils s'entretuent en fait à la fin de la tragédie. C'est ça. Si on suit la logique de ce qu'on a vu jusqu'ici, puisque j'ai regardé quand même un peu plus de la moitié de la série, si tout ça finit bien, ça serait un vrai twist de fin, quoi. Cain et Abel, Castor et Pollux, Romus et Romulus. C'est ça. Terence Hill et Bud Spencer. Les frères Gallagher. À qui est-ce qu'on conseille cette série ? Déjà, je pense à tous ceux qui ont adoré Ozark. Ouais. Tout simplement, parce que là, comme tu dis, on a vraiment la patte Ozark, on a ce réalisme. Je dirais pas réalisme social, mais en tout cas, on a des personnages qui sont très réalistes. En fait, on a cette ambiance un peu dark. D'ailleurs, bon, la série se passe la nuit, mais je retrouve un peu tout ce côté sombre dans l'ambiance que j'ai retrouvé dans la forêt perdue d'Ozark. Comme là, je la retrouve dans New York. D'ailleurs, c'est assez marrant d'ailleurs moi, je trouve qu'ils ont assombri à mort la ville. Ouais. On voit vraiment pas beaucoup de rayons, de luminosité, mais du coup, ça donne un côté, un autre penchant que paillettes et bling bling de New York, quoi. Oui, alors qu'on se veut être dans le monde du paillettes et bling bling, mais c'est la nuit. Mais pourtant c'est la nuit. C'est des quartiers qui ont été gentrifiés, mais qui sont toujours un petit peu
quand même sombre et un peu fait de ruelle et tout ça. Moi, je conseillerais ça aux gens qui aiment bien voir des grands acteurs interagir les uns avec les autres. Parce que quand même, mine de rien, il y a Jude Law et Jason Bateman, mais tu as aussi Abili qui joue le personnage qui a été victime d'agression sexuelle. Et tu as aussi celui qui a eu un Oscar pour Coda. Comment il s'appelle déjà? Ah oui, l'aveugle, enfin le malentendant. Le malentendant, pardon, oui. Je sais plus comment il s'appelle, mais... Sopé d'Irissou ou Troy Kotsur? Oui, Troy Kotsur. Ouais. Donc il joue un chef de la mafia assez terrifiant. Ah, j'adore. Un chef de la mafia malentendant qui exprime sa menace avec ses mains et ses signes. J'avoue, c'est assez effrayant. Moins il est expressif, plus on se dit ça va mal finir. Je trouve que c'est plus effrayant que toutes les phrases, les deux menaces qu'un parrain de la mafia pourrait dire, c'est utiliser que le langage des signes. Je trouve ça exactement. Et oui, et je voudrais en placer une parce que Andou et moi, on vient anciennement de chez Allociné. Chez Allociné, on avait un collègue, un confrère journaliste, qui avait interviewé Jason Bateman sur un tapis rouge. Et la seule question qu'il lui a posée, c'est Jason Bateman, il est où Robin? Et sur la vidéo, on voit Jason Bateman ne pas du tout comprendre, se barrer et s'éloigner, et en s'éloignant, il comprend, et il se retourne, et il lui jette un regard, mais d'une tristesse. Mais genre, c'est la blague la plus pourrie qu'on m'ait jamais faite de ma vie, quoi. Et donc, voilà, en hommage à ce collègue, je voulais mentionner ça. Moi, je la trouve très marrante. En tout cas, merci à tous les deux. Ça s'appelle donc Black Rabbit. C'est disponible depuis le jeudi 18 septembre sur Netflix. Et Gauthier, enchaîné Wednesday Task Black Rabbit, ça t'a inspiré et t'avais envie de mettre des pieds dans le plat. Alors Gauthier, vers où tu nous amènes cette fois? Ouais, on va dire les vrais trucs, hein. On va dire les vrais trucs comme à chaque fois. Le vrai truc qu'on a envie de dire aujourd'hui, c'est que les formats, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, les formats? Les formats, c'est pas mal parce que ça norme un petit peu les choses, c'est pratique. Tu parles de quoi? A4, A3, format raisin on verra parce que la semaine prochaine aussi, je vais vous parler de format. Là, on parle de format dans le temps. Les formats, c'est pratique parce que ça permet de faire des trucs, on sait à quoi s'attendre après. Mais c'est pas bien parce que ça limite aussi toujours un petit peu la créativité artistique. Là, cette semaine, j'avais envie de vous parler de ces épisodes de séries qui durent hyper méga longtemps. Le problème des épisodes de séries qui durent hyper méga longtemps, c'est qu'on ne sait plus très bien à quoi s'attendre. Avant, à la télévision, il y avait des formats. Il y avait 26 minutes. 42. Ou 42 minutes, ou 52, ou je sais plus. Enfin, il y avait des trucs, c'était très très normé. On savait parfaitement à quoi s'attendre. Mais c'était parce qu'il y avait une diffusion en télé, donc il fallait programmer sur une grille et tout ça. Il fallait que ça rentre. Exactement. Là, maintenant qu'il n'y a plus ça avec les plateformes, combien de temps il dure l'épisode, on s'en fout un petit peu. Il peut durer le temps qu'il veut. C'est pour ça qu'on se retrouve des fois d'un épisode à l'autre. Je me souviens, c'est des séries Star Wars, par exemple. Tu as un épisode de 15 minutes et celui d'après, 45. Exactement. C'est exactement ça. On dirait Originals. Là, j'y pensais avec la série Black Rabbit, puisque on passe d'épisodes qui durent plus d'1 heure à des épisodes qui durent 45 minutes. Alors bon, j'entends qu'on peut se dire moi je m'en fous, je suis créatif et le minutage je m'en fous un peu, j'ai envie de dire ce que j'ai à dire et puis voilà, et puis c'est à prendre ou à laisser ou je sais pas trop quoi. Bon, après il faut pas oublier qu'il y a des gens comme nous, par exemple, dont le travail c'est de regarder ces contenus-là pour pouvoir les chroniquer. Et que parfois, quand on passe d'un épisode de 45 minutes à le suivant, il dure 1h15, on se dit un petit peu c'est le temps de 2 épisodes, ça, normalement. J'ai pas le temps, là, pour ça. Ou limite sur le final, quoi. Sur le final, sur le final. Tu exploses, tu fais un épisode d'1h30, vas-y. Mais oui, où je veux bien qu'il y ait des bizarreries de temps en temps, tu vois. Par exemple, on sait que le Stranger Things, là, pour sa dernière saison, déboule avec des épisodes super méga longs. Oui, mais ils en ont que 4 ou 5, il n'y en a pas 25. Tu vois. Oui, et puis même 5. Oui, non, mais... même 5, ça fait un peu beaucoup. Mais même Stranger Things, c'est un événement, c'est un truc énormissime pour les plateformes. Enfin, on sait que tout le monde sera derrière sa télévision. C'est vraiment un tournant. Alors que n'importe quelle série comme, je sais pas, Black Rabbit qui se dit,
temps en temps, je vais prendre le temps de faire 1 heure, et puis de temps en temps, je vais faire plutôt 45 minutes. C'est pas commode, on va Je dire. suis tellement d'accord. Donc le truc, c'est que par exemple, j'ai regardé une série qui s'appelait Les Expats l'année dernière avec Nicole Kidman sur Apple TV+. Et ben, je crois que il doit y avoir 6 épisodes et je crois que le 4e, il dure 2h20. 2h20. Quand ton épisode, il dure le temps d'un film de Paul Thomas Anderson, tu te dis, je vais le couper. Je le coupe en 3, comme ça j'ai 3 épisodes. 2h20, c'est pas humain, quoi. Donc... Et encore que ce soit un truc vraiment très très exceptionnel, je veux bien l'entendre. C'est comme tu le disais, parfois tu es sur une série dont les épisodes font plutôt 45 minutes, et puis là, on sait pas pourquoi, il y en a un qui fait 25 minutes, et ça se justifie peut-être parce que c'est un long plan séquence ou je ne sais pas quoi, et pourquoi pas, une fois de temps en temps, ça marche. Mais que toutes les séries, maintenant, on sache plus sur quel format elles sont. Si les épisodes, il y en a plutôt 8, il y en a plutôt 10, il y en a plutôt 6, il y en a plutôt 4, on sait pas, et on sait pas combien de temps ils vont durer. C'est vachement frustrant. Alors après, vous allez me dire, oui, mais de toute façon, les gens, ils binge. Donc, qu'est-ce qu'on en a à cirer que les épisodes, ils soient plus longs ou moins longs si les gens, ils binge? Ben oui, mais non, parce que le bingeage ou le binge-watching, c'est un petit peu comme faire du snacking. Et faire du snacking avec un bol de cacahuètes, c'est facile. Mais en revanche, se faire une cacahuète, une côte de bœuf, une cacahuète, une côte de bœuf, c'est plus du snacking, quoi. Donc, je sais pas. Voilà. Cette semaine, je pensais à ça. Je pensais à des gens comme nous qui doivent regarder vite entre 2 séances de cinéma, un métier à faire, hein, parce que Menro, il le dit à chaque début d'épisode. Originals, c'est pas ma seule profession, hein, du tout. Une famille à entretenir et tout ça, c'est compliqué. S'il vous plaît, revenez à des choses plus simples. Par exemple, même en radio, vous savez très bien qu'en radio, si votre refrain, il n'est pas arrivé au bout de 1 minute de chanson, on va vous dire, bah non, elle est relou ta chanson, réécris-la. C'est pas chouette, c'est pas cool de faire ça aux artistes, mais en même temps, beaucoup d'artistes disent ça, que les contraintes, c'est générateur de créativité artistique, plus que le contraire. Voilà. Donc je sais pas si ça vous inspire des trucs, mais voilà. Moi, tu sais à quoi ça me fait penser? Maintenant, j'ai l'impression que un consommateur de plateforme, c'est devenu des spectateurs de matchs de tennis. Tu vois, ouais. On regarde, c'est comme on regarde un match de tennis, on sait pas combien de temps ça va durer. Ça peut finir très très vite, comme ça peut durer 5-7 et tout. Donc maintenant, à chaque fois que tu lances une série, tu sais pas. C'est ça. Je sais pas. Mais C'est pour ça qu'on tient à chaque fois, quand on vous présente l'agenda, à vous dire le nombre d'épisodes au moins. Pas les durées d'épisodes, puisque sinon, il faudrait le faire à chaque épisode. Exactement, ouais. Exactement. Et puis bon, je me trompe peut-être, mais j'attends aussi des contenus de plateforme qui me donnent des choses assez définies dans le temps. C'est-à-dire que je trouve qu'on n'est plus à l'époque de 24 heures chrono, par exemple. Où, on a le temps de regarder où tu te fais des saisons, 24 épisodes, où ils durent 1 heure chacun, où tu te dis, mais si je l'ai loupé au moment de sa diffusion, jamais je vais le rattraper, beaucoup trop long, tu vois, ça va pas. Il y avait 20 fois moins de séries et de propositions de contenu aussi. Et en plus. Donc nous, il nous faut... On fait un débrief d'un truc 1 fois par semaine. C'est très... Soyez sympa avec nous. Faites dans le faisable. Merci Gauthier. Je te propose d'enchaîner tout de suite avec d'autres séries. Yes. C'est bien sûr l'agenda. Et cette semaine, on va parler donc des sorties comprises entre le 15 et le 21 septembre qui auraient retenu mon attention. Et ça commence directement mercredi dernier, le 17 septembre, avec la saison 2 de Gen V. Et Gen V, qu'est-ce que c'est ? C'est le spin-off de The Boys qui est centré sur les futurs super-héros de cet univers. Et c'est une série que, encore une fois, on conseille fortement aux allergiques de Marvel et compagnie. Donc là, qu'est-ce que ça reprend directement après, évidemment, les événements de la saison 1, mais aussi après les événements de la saison 3 de The Boys, avec une prise de pouvoir autoritaire et fasciste du Superman local. Donc ça bouleverse tous les contenus de l'université dans laquelle se passe Gen V. Qu'est-ce qu'on peut vous en dire ? On peut vous en dire que c'est 8 épisodes, que les 3 premiers seront disponibles dès le premier jour, donc le sont depuis mercredi dernier, et qu'après c'est un épisode par semaine. Ce qu'il faut savoir enfin sur cette série-là, c'est que la plupart des acteurs et des actrices qui sont dans Gen V, que vous avez vu en saison 1, reviennent, sauf un, qui a eu le malheur de se tuer lors d'un accident de la route en se rendant justement
sur le tournage. Et pour ne pas le recaster et plutôt pour se servir du deuil des participants comme un moteur de l'expression artistique de leur jeu, le personnage est amené aussi à décéder et donc on va voir les répercussions de cette disparition. C'est un petit peu comme si dans Marvel on perdait Black Panther. Voilà, malheureusement. Donc voilà, ça s'appelle Gen V, saison 2, disponible sur Amazon Prime. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Depuis hier, sur HBO Max, on a une série qui est une sorte de thriller familial. Et franchement, ça a beaucoup aimé Succession. C'est toujours sur HBO, c'est 6 épisodes, ça s'appelle Patriarche. C'est quoi ? C'est une intrigue où on va assister au suicide apparent d'un homme d'affaires influent qui s'appelle Jack Wright. Et évidemment, ce décès va provoquer une lutte dans la famille autour de l'héritage. Secrets, non-dits, tensions familiales, évidemment, tout ça remonte à la surface. Et alors, on s'oriente plus vers un thriller avec enquête, et pas juste de l'introspection, mais aussi vraiment du mystère autour du décès. Et pas que du comment on va gérer l'héritage, etc. etc. C'est des personnes riches qui veulent tous le même trône, c'est ça ? C'est un peu ça, ouais. Ça s'appelle Patriarche. Ouais, ça me fait penser à pas mal de séries, effectivement. Et enfin, on termine avec 2 films. Le premier est sur Disney+, et ça sort aujourd'hui. Aujourd'hui, donc le 19 septembre. Alors, ça s'appelle Swipe, et c'est une sorte de biopic, et qui est basé sur la vie de Whitney Wolfe Herd. Est-ce que vous savez qui c'est ? C'est la fondatrice de Bumble. Bumble, cette appli de rencontre. Donc voilà, ça retrace son parcours à elle, qui est donc diplômée universitaire et qui veut s'imposer dans l'univers de la tech, un secteur très très masculin. Et elle va être à l'origine donc de 2 applis de rencontre innovantes, dont Bumble, et devenir l'une des femmes les plus milliardaires, les autodidactes les plus en vue. Donc voilà, la série, elle ne s'arrête pas à suivre ce personnage. Mais Tu veux dire Oui, pardon, ce film. Ce film ne s'arrête pas justement à la vie de ce personnage, mais va aborder évidemment tous les défis imposés par le sexisme dans le milieu de la tech. Et c'est un petit peu ça qui va faire le petit truc en plus. Dans le rôle titre, on retrouve Lily James, que vous connaissez de Cendrillon, de Pam et Tommy, de Mamma Mia ou de Baby Driver. Voilà, donc c'est elle qui incarne cette Whitney Wolfe Herd. Et enfin, un dernier film pour clore ses sorties. Ça s'appelle The Lost Bus, au cœur des flammes. C'est sur Apple TV+. Et ça sort aussi aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le nouveau film de Paul Greengrass. Et c'est avec qui ? Avec Matthew McConaughey. Et avec qui d'autre ? America Ferrara. Ça s'inspire de quoi ? Du campfire en Californie en 2018. Et donc un des incendies parmi les plus destructeurs de l'histoire récente, en plus de ceux qui se sont passés depuis. Là, je suis super hype et j'adore Paul Greengrass en plus. Donc voilà, c'est l'histoire d'un chauffeur de bus scolaire qui doit conduire un groupe d'enfants avec leur enseignante à travers justement tout ce paysage ravagé par le feu et l'incendie qui continue de s'accroître dans tous les sens. C'est tout pour les sorties. Évidemment, pour les aficionados, on peut aussi leur dire que Tulsa King saison 3, ça sort sur Paramount+, que Futurama saison 13, ça sort sur Disney+, et que le Morning Show saison 4 avec Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, ça sort sur Apple TV+. Futurama, t'as dit ? Ouais, saison 13. Trop bien. Il y en a pour tous les goûts. Ce sera donc tout pour les sorties, et c'est là-dessus que va s'achever notre émission. C'était donc Original, saison 2, épisode 3. On a une petite pensée pour Robert Redford, parce que je sais qu'on est vendredi, que ça fait déjà 3 jours, oui. Mais nous, on vient de l'apprendre, hein, donc voilà, une petite pensée pour Robert Redford qui nous a quittés. 89 ans. Eh oui. On remercie, donc c'était Original, saison 2, épisode 3. On remercie notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien. On fait un gros big up à Magic Andou pour le montage et le mixage de ce qu'on vient d'enregistrer. Big up Andou. Et on se retrouve, nous, vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné-série, doc ou animé. Salut. Ciao. Bye bye.